Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire. Nous allons être ensemble pour 1 heure et demie environ. Voilà, un webinaire qui a pour thème la transition écologique, un levier d'attractivité et de performance pour les établissements de santé et médico-sociaux. Alors, ce webinaire est organisé par le CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec le réseau Transition écologique en santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est évidemment financé par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et ceci dans le cadre du 4e plan régional santé-environnement. Alors vous allez le voir, c'est un webinaire un petit peu particulier parce qu'on a beaucoup de monde avec nous, comme quoi le sujet va être dense. Je suis en présence de nos 5 intervenantes qui sont en duplex et que vous voyez s'afficher à l'écran, et d'un intervenant en studio. Merci Patrice d'être avec nous. Bonjour à toutes en duplex. Bonjour Patrice ici. Je vais donc vous présenter une à une. Virginie Pouget, vous êtes chef du service des actions territoriales en santé de la direction de la santé et des formations sanitaires et sociales de la région Sud. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Bonjour. Laurie Marot, vous êtes enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique. Frédéric Mahamar, vous êtes responsable des services logistiques du CHI, Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël. Valérie Roudelmas, vous êtes cadre de santé et formatrice donc à l'Institut de formation en soins infirmiers de Cannes. Le professeur Jeanne Perrin, vous êtes professeur de biologie et médecine de la reproduction et du développement à la faculté des sciences médicales et paramédicales d'Aix-Marseille Université. Et donc Patrice Garcia, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio, qui est référent pour la transition écologique de l'ARS PACA. Alors Patrice, on va commencer avec vous. Quelques mots peut-être sur les objectifs de ce webinaire. Alors, les objectifs qu'on s'est fixés à travers ce webinaire, c'est de mettre en avant la transition écologique comme un vrai levier qui soit positif et qui puisse être utilisé par les établissements, ce qui est déjà le cas par beaucoup d'établissements de la région et pas que, et qui fédère les équipes, qui rend aussi attractifs les métiers, aussi bien pour les personnes qui sont déjà en place que pour les jeunes générations. Et en parallèle, beaucoup d'actions qui peuvent être menées, que ce soit au niveau de l'alimentation, des soins éco-conçus ou de la performance énergétique du bâtiment, et qui améliore la performance ou l'efficience de l'établissement. Voilà, donc une approche globale, vous allez le voir, multi-partenariale, vous allez le voir également, et pour préparer le présent et le futur aussi, pour les générations futures. Alors, je vous donne quelques informations pratiques à vous qui êtes derrière vos écrans. L'idée, c'est de couper vos micros et vos caméras pour éviter tout bruit parasite ou l'arsène pendant les interventions. Vous le savez désormais, ce webinaire est enregistré. Vous le retrouvez donc prochainement sur le site du CRES. Et vous avez évidemment la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat de votre outil numérique. Donc, l'espace conversation, pendant les présentations, n'hésitez pas à le faire. Perrine, qui est en régie, recense toutes les questions. Elle tente de les mettre dans l'ordre et on y répondra en fin de session. Voilà, on aura une vingtaine de minutes environ. Eh bien, pour introduire donc ce webinaire, je vais donc laisser la parole à Virginie Pouget et Patrice Garcia qui vont nous présenter la politique interinstitutionnelle et la dynamique partenariale d'accompagnement à la transition écologique en santé qui a été mise en place en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors oui, une seule question qu'on s'est tous posée au démarrage de cette démarche en 2022 avec l'ensemble des partenaires. Effectivement, est-ce que seul on est capable de porter ce message-là? La réponse est évidemment non. Par ce constat assez simple, mais qui rejoint tout ce qu'on peut faire en transition écologique, et souvent une œuvre collective et rarement individuelle, on a décidé de se fédérer autour de ce sujet avec l'ensemble des partenaires qui étaient présents à l'époque, donc la région Sud, bien entendu, mais également la Fédération hospitalière de France, PACA, l'ADEME PACA et la NFH, qui est l'outil de formation du secteur hospitalier public. Et également le réseau naissant des conseillers en transition énergétique et écologique en santé, qui venait à peine de démarrer à l'époque. De cette réflexion commune est venu se greffer au fil du temps des acteurs indispensables pour aller rayonner au maximum auprès des établissements, comme les autres fédérations telles que la FEAP ou la FHP,
et également des réseaux comme ADR-PACA qui nous aident pour toucher l'ensemble des établissements. Nous avons décidé de partir de la feuille de route de transition écologique nationale, pour laquelle on s'est posé des questions simples. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, sur le terrain, sur notre territoire, pour faciliter et mettre en place des actions. Donc on a repris cette feuille de route de manière assez simple, sur des sujets qui, eux, ne bougent pas, comme le bâtiment et l'énergie, les soins éco-responsables, les déchets, la mobilité durable. Et on a souhaité mettre en avant ou travailler plus dans le fond certains sujets, comme par exemple l'alimentation durable, qui était trop noyé à notre goût dans les achats durables. Et un autre sujet peut-être plus important en PACA, et pas que, malheureusement, c'est la gestion de l'eau. Également la gestion de l'eau, car elle est souvent assimilée à de l'énergie dans les bâtiments énergie, et ce qui n'est pas le cas en réalité. Virginie, vous voulez Oui, je prends le poursuivre? relais. C'est ça. Donc là, c'était un peu de replacer le contexte en fait de cet engagement et de cette dynamique partenariale sur la transition écologique en région, en lien avec le 4e plan régional santé-environnement. Donc vous précisez que c'est vrai que pour la région, en tout cas, on est en lien étroit avec notre compétence sur les formations sanitaires et du travail social, et bien sûr avec nos politiques régionales de santé, qu'il s'agisse de celle de l'offre de soins de proximité, celle de la modernisation des établissements de santé, mais aussi et surtout celle qu'on peut mener en santé-environnement. Donc ce plan régional santé-environnement, il est copiloté en fait ARS, État et région. Et il a en tout cas 2 actions plus spécifiques que je vous ai indiquées ici, en lien avec le thème d'aujourd'hui, à savoir l'intégration de la santé-environnement dans l'exercice des professionnels de santé et du médico-social, on va dire de la diffusion de messages de prévention à la qualité de la prise en charge. Donc c'est vrai que pour nous, la formation des professionnels de santé et des futurs professionnels de santé, c'est quelque chose d'important, et c'est un levier stratégique en fait pour réussir cette transition écologique des établissements de santé, mais tout en renforçant l'attractivité. On en parlera plus tard avec les intervenants. Attractivité des métiers, parce qu'on va répondre à des attentes croissantes en termes de sens, d'engagement en faveur de la santé-environnement. Et donc, c'est aussi accompagner les établissements de santé dans leur transition, leur adaptation au changement climatique. Donc, en soutenant ces établissements pour qu'ils améliorent la sobriété, mais le recours aussi aux énergies renouvelables. Donc là, Patrice l'a indiqué, c'est depuis 2022, toute cette dynamique partenariale avec la Fédération hospitalière de France, la NFH, l'ADEME, est en cours et a permis de soutenir un certain nombre de projets dans les hôpitaux. Et c'est également de soutenir le développement de l'éco-conception des soins en accompagnant et en soutenant ces démarches. Et d'ailleurs, on a la chance de bénéficier en région d'une coordinatrice en transition énergétique et écologique en santé qui est vraiment investie sur cette thématique de l'éco-conception des soins. Et juste pour finir, comme on est engagé sur la lutte contre les déserts médicaux et donc en lien avec l'offre de santé et de soins de proximité, de premier recours, depuis 2025, on accompagne aussi ces professionnels-là dans la transition écologique. Et c'est intéressant sur des liens aussi, je pense, ville-hôpital dans les démarches. Voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus. Je redonne la parole à Patrice, du coup, pour continuer la présentation. Merci Virginie. Donc cette mise en contexte est très importante, puisque on s'intègre dans un plan régional santé-environnement qui, lui, est un document officiel, une politique publique menée conjointement pendant 3 institutions. Et on n'a pas voulu redécliner un plan de ce type-là, peut-être trop écrit, trop marqué, qui prend beaucoup de temps. On a voulu être très opérationnel. C'est-à-dire qu'avec les partenaires, on s'est fédéré autour d'actions très concrètes. Et ces actions, on les intègre à travers des outils collaboratifs qui sont en permanence évalués, rechallengés, de manière à ce que ces actions répondent à des attentes des établissements et pas des actions qu'on souhaite mettre en place et qui potentiellement trouveront leur public un jour ou l'autre. On a décidé de mettre en intermédiaire, en animation, le réseau des conseillers en transition
énergétique écologique en santé pour plusieurs raisons. C'est qu'il couvre aujourd'hui plus de 50% des établissements dans la région, donc ce qui nous permet d'être très opérationnel et très près du terrain, et en même temps d'avoir des retours d'informations très rapides, très concrets, et qui nous permettent d'adapter cette politique régionale. Dans l'objectif, il est très simple, c'est faciliter l'accès, la mise en œuvre. Donc ça peut passer soit par des financements, soit par des actions de circularisation, d'information, dans l'objectif toujours d'apporter une vraie réponse concrète qui ne sera jamais la même entre un remplacement de chaudière et la mise en place d'un soin éco-conçu. Ok. Très bien. Alors on le voit, c'est un véritable sujet effectivement d'avenir et d'attractivité. On va en parler, on va creuser un peu ce sillon avec Laurie Marot. Laurie, vous êtes enseignante-chercheuse, donc je le disais, à l'École des hautes études en santé publique. Et donc la question qu'on va aborder avec vous, c'est celle de la transition écologique comme un levier d'attractivité et de performance pour les établissements de santé. C'est à vous, Laurie. Merci beaucoup. Effectivement, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites qui vont faire écho un peu à ce que nous, on a pu observer sur le terrain. Donc, je suis aussi pilote d'une chaire de recherche sur la santé soutenable. Et dans le cadre de cette chaire, on a pu notamment aller observer le déploiement de certaines pratiques éco-responsables ou de scénarios de décarbonation dans les établissements de santé, dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Donc, je vais juste partager mon écran. Hop, c'est pas le Teams, c'est le Zoom. Oh, s'en sortir. Voilà, ça va. Hop, c'est bien celui-là. J'espère que ça fonctionne de l'autre côté. Oui, c'est parfait. Voilà, alors je vois que aussi le titre a été inspirant pour l'intégralité de la session. J'en suis ravie. Hop, j'ai essayé de revenir au bon endroit. C'est bon. Oui. Oui, et donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble ce que ça peut signifier et représenter pour pas seulement des directions d'établissement, mais aussi probablement pour les personnes qui agissent à l'intérieur de ces établissements, et essayer un peu de traduire ce qui se passe dans les services quand il y a une action qui se met en place sur ces enjeux de transition écologique, en transformation des organisations en fait, et en modification aussi finalement des métiers associés à cette transition écologique qui est, comme on le sait, particulièrement impactante parce que l'enjeu qui est devant nous est d'une très très grande ampleur et d'une grande magnitude. Donc je voulais refaire un peu l'historique ici des travaux du GIEC. Je pense que ce n'est que, on va dire, passablement nécessaire aujourd'hui, sachant que voilà, ça fait une semaine qu'on est en situation de canicule exceptionnelle, qu'on a également vécu une première canicule précoce à la fin du mois de mai. Donc je pense que c'est vrai qu'on n'a pas tellement besoin de rappeler les enjeux. Pour autant, il y a un papier, un article en tout cas écrit récemment par la professeure Valérie Masson-Delmotte, qui était ancienne vice-présidente du GIEC, qui expliquait qu'en fait, on a quand même aujourd'hui quasiment 50 ans de recul sur ces questions d'alerte scientifique au changement climatique, et on a un constat scientifique qui ne s'est pas du tout inversé, qui s'est au contraire renforcé à chaque rapport, simplement pour dire que l'influence humaine, elle est très probable depuis au moins une trentaine d'années, qu'à chaque nouveau rapport, en fait, elle a été à chaque fois, vous savez, on est passé de 60 à 80, à 90, à 99% de certitude de cet impact. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que donc ça va très vite, et on peut le constater aussi en termes de degré de réchauffement. Donc là, je suis désolée, je ne vais pas être très positive sur cette partie, mais c'est aussi la réalité. C'est qu'on peut constater qu'en fait, on a eu de 95 à 2015 à peu près le même niveau de réchauffement qu'on a eu en tout cas entre 2015 et 2025. Donc en fait, on a un modèle qui malheureusement tend vers une accélération
d'accélération. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant pour les modélisateurs, pour les climatologues. Ils savaient que voilà, c'est ainsi que sont développés les modèles, parce qu'on sait que c'est comme ça que le climat est censé réagir. Ce qu'on ne sait pas dans le détail, c'est quels sont les extrêmes qu'on va connaître à chaque fois. Mais par contre, chaque demi-degré, je dirais même chaque dixième de degré, va compter sur notre capacité d'adaptation et le niveau de changement en fait auquel on va devoir faire face. On a compris avec la vague de chaleur là qui vient de se passer que on a des conséquences sanitaires qui sont importantes, voire très importantes. On commence à parler effectivement de patients qui meurent de chaud à l'intérieur des établissements de santé. Donc, c'est un article qui est sorti hier du Figaro. On aurait la première patiente morte de chaud dans une chambre d'hôpital. En fait, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a des conséquences qui dépassent on va dire, le sanitaire immédiat, qui vont concerner des enjeux sanitaires de plus long terme et qui vont aussi concerner des enjeux d'adaptation des environnements, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'agriculture, les forêts, mais aussi toutes les infrastructures. Et puis, le système de santé fait partie de ces infrastructures. Les rails qui se dilatent, tous les trains sont en retard en ce moment, etc. Et tout ça, ça participe en fait d'une dégradation de la santé par effet indirect et pas forcément par effet direct. Donc, quelque part, les effets directs, on les voit. Il y a eu beaucoup de débats sur la climatisation. On peut presque les adresser plus ou moins immédiatement. Mais en fait, si vous avez toute la réserve, la seconde vague d'effets indirects qu'il va aussi falloir adresser. Donc, on a une réponse institutionnelle qui peut sembler plus lente que l'évolution des risques. Il faut dire qu'on a une connaissance solide sur la question climatique depuis une bonne trentaine d'années, mais j'ai envie de dire, ça ne fait que 30 ans aussi, dans un certain sens, quand on sait que pour modifier l'urbanisation, il faut entre 50 à 60 ans, quand voilà, on connaît aussi les délais d'exploitation, je ne sais pas moi, des hôpitaux, des centrales nucléaires, des bâtiments, même des habitations. Il y a des habitations qui ont plusieurs siècles, ici à Paris. La Pitié-Salpêtrière, c'est pas quelque chose qui s'isole facilement. Par ailleurs, quand vous êtes patrimoine national, vous pouvez pas isoler par l'extérieur, donc ça veut dire que vous isolez par l'intérieur, donc vous enlevez des mètres carrés, etc., etc. Vous avez en fait toute une cascade d'effets en chaîne sur les personnes, mais aussi sur les infrastructures. Mais on peut voir quand même qu'aujourd'hui, on est un peu face au mur, qu'on atteint en fait les capacités de résistance du corps humain, qu'on ne pourra pas mettre tout le monde à l'abri voilà, facilement. Donc, il va falloir s'armer à minima dans les endroits qui pourront être des abris, et les systèmes de santé feront partie de ces abris pour les populations. Donc, on sent bien que la transition écologique en santé, c'est plus une démarche strictement environnementale et qu'elle n'est plus optionnelle. Ça devient aujourd'hui une condition de continuité des soins nécessaire aussi à la sécurité des patients et à la résilience des systèmes dans leur ensemble. En fait, ça devient aussi progressivement un sujet de gouvernance. Donc, on a déjà des directions d'établissements sanitaires ou médico-sociaux qui doivent gérer simultanément des choses qui sont déjà parfois à l'état de crise dans le système de santé, qui ne sont pas forcément dues au changement climatique pour le coup, mais qui sont déjà là. Par exemple, les enjeux d'attractivité, les problèmes de tension sur les ressources humaines, la question des contraintes financières, dont on va pouvoir reparler ensuite, un certain nombre de crises conjoncturelles. Par exemple, le blocage d'un détroit qui peut entraîner une augmentation du prix du plastique parce que vous avez des ressources premières qui sont inaccessibles pendant un certain temps, etc. Ces crises conjoncturelles, on les avait déjà connues en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Elles pourraient se reproduire à l'avenir, notamment aussi parce qu'on rentre dans un monde qui est plus instable. Il y a aussi des attentes des professionnels qui évoluent. On n'a pas forcément envie de pratiquer son métier aujourd'hui comme le pratiquait il y a 30 ou 50 ans. Certaines évolutions réglementaires aussi, ou des attentes des tutelles, mais pas toujours alignées avec, on pourrait se dire, les moyens qu'il faudrait parfois. Donc, ça demande aussi beaucoup d'agilité, de créativité, ce qui est déjà en place. Les gens sont déjà très agiles et très créatifs.
il en faudrait peut-être encore davantage. Et puis, aujourd'hui, ces impacts du changement climatique qui sont déjà visibles. Encore une fois, je ne dirais pas que je suis chanceuse parce qu'on en souffre tous, mais au moins cette semaine, on n'a pas à en faire la démonstration. Donc le changement climatique dans ce cadre-là, c'est pas quelque chose qui s'ajoute, c'est pas une contrainte de plus, c'est plutôt un facteur aggravant et un catalyseur de l'intégralité des contraintes qui sont déjà qui vont devoir être gérées. Et donc on pourrait regarder chacune des choses que je viens d'énoncer, chacun des points que je viens d'énoncer, au prisme de cette question des contraintes environnementales et du changement climatique, et on pourrait voir en quoi cette variable supplémentaire, qui est en fait plutôt un chapeau transversal, vient aggraver ce qui existe déjà. Donc, dans ces conditions-là, bien sûr, on se pose la question de préserver la capacité des établissements à assurer leur mission. Alors, du côté des professionnels de santé, on a une littérature qui émerge sur les impacts du changement climatique sur la santé des professionnels. Donc, on peut voir évidemment de façon assez évidente qu'il y a un stress thermique. Donc, il fait chaud. Quand il fait chaud, on est plus fatigué. On a aussi une baisse de vigilance. Et ce qui a déjà été observé dans certains papiers, dans certaines études, c'est qu'il y a aussi une augmentation du risque d'erreur professionnelle et médicale associée en fait à cette baisse de vigilance due au stress thermique. Ensuite, on peut avoir une augmentation de la charge des soins. C'est le cas, là, je commence à voir passer des boucles de nouvelles où on voit plus 25% d'hospitalisation, plus 25% d'arrivée aux urgences en fonction des régions, etc. Une multiplication par 2,5 du nombre de crises cardiaques hier, par exemple, par rapport au niveau habituel dans Paris. Donc, en fait, on a ces services de santé qui sont au bout de la chaîne et qui vont nécessairement être plus sollicités, sous pression. Et qui vont engendrer aussi des tensions sur les ressources humaines. On a une pression psychologique aussi qui peut du coup affecter le professionnel de santé sur plus long terme, avec en parallèle, on va dire, de l'augmentation de la charge de travail, des problèmes d'éco-anxiété associés, parce qu'en fait, on se rend bien compte que ce qui se passe n'est pas entre guillemets normal. On se rend bien compte qu'on est en train de perdre ce qu'on avait connu, les environnements connus, les climats, le fameux climat de notre enfance, etc. Et donc, il y a quelque chose qui devient assez perturbant, même dans le contexte du travail. On a aussi un besoin d'évolution des compétences, donc ça se surajoute. Ça peut être quelque chose qui est stimulant, qui est motivant, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire, donc il faut trouver les espaces pour pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir pratiquer, par exemple, son métier dans le cadre des limites planétaires, parce qu'on s'est rendu compte qu'il allait falloir devoir faire face. Et dans le même temps, on va voir apparaître, par exemple, des pathologies nouvelles, une multiplication de certains risques infectieux qui existaient plus ou moins ou différemment, etc. Et donc, du coup, il faut adapter, même si les professionnels de santé ont l'habitude finalement de faire évoluer leurs pratiques. Il faut adapter ces connaissances aussi et ces pratiques, sachant qu'une partie de ces pratiques-là, ils vont devoir aller les chercher parce que elles vont pas nécessairement arriver du monde économique. On va dire des innovations technologiques habituelles. Donc, ça va pas forcément se faire par push, mais ça va se faire par pull. Donc, il va falloir aller chercher la connaissance et la tirer à soi, alors qu'on pouvait avoir l'habitude qu'elle soit poussée vers soi. Et puis, il y a effectivement toute la transformation du travail. On va peut-être devoir revoir nos organisations, repenser des chaînes d'approvisionnement, repenser des horaires de travail, repenser aussi comment on design les intérieurs pour être les plus efficaces en situation de crise sanitaire, due au changement climatique, là en l'occurrence. Alors, que faire dans ce cadre-là pour et avec l'organisation de santé face au changement climatique ? Donc déjà, un des points qu'on trouve important, c'est de pouvoir partir des diagnostics et des bonnes pratiques. Vous savez, c'est cette fameuse phrase We cannot change ou We cannot manage what we can't measure. Donc, on ne peut pas gérer ce qu'on est incapable de calculer ou d'évaluer ou de quantifier. Si vous voulez, par exemple, travailler sur l'égalité des sexes en entreprise, en fait, vous allez devoir
commencer par démontrer qu'il y a une inégalité. Donc, vous allez commencer par une quantification. Là, c'est pareil, si vous voulez pouvoir travailler sur des enjeux de décarbonation à l'intérieur des établissements de santé, vous commencez par travailler sur l'empreinte carbone du système de santé. Donc, peut-être un certain nombre d'entre vous ont vu passer les travaux du Shift Project depuis 2021, puis mis à jour en 2023, et ils seront remis à jour fin 2026 d'ailleurs, sur cette répartition des émissions du secteur de la santé. Donc, on a à peu près 8% de l'empreinte nationale qui est due au secteur de la santé, qui est quand même une incertitude autour de 20%, mais on est en gros sur ces ordres de grandeur. Et on a en fait plus de 85% de ces émissions qui sont dites indirectes, c'est-à-dire qui ne sont pas produites sur le lieu du soin. Donc, pour rappel, on va avoir, je ne sais pas si on voit ma souris, mais on va avoir les achats de médicaments et dispositifs médicaux qui vont représenter le poste le plus important. Donc, on a pas mal d'incertitudes sur les facteurs d'émission ici, mais de toute façon, ça reste le poste principal. Ensuite, on a des enjeux avec l'énergie de chauffage, puis après, on va avoir des enjeux avec l'énergie de refroidissement, mais chez nous, elle est électrique, donc elle est peut-être moins carbonée. On a aussi des questions liées à l'alimentation, au transport, que ce soit des professionnels ou des usagers. Tout ce qui va être en lien avec les immobilisations ou les très gros DM de type IRM, par exemple. Les systèmes numériques. Donc, cette part-là, elle a aussi tendance à augmenter parce que, pour le coup, là, on n'a pas toujours eu la possibilité de travailler sur des stratégies d'adaptation au changement climatique dans les établissements de santé, mais quand il s'agit effectivement d'accompagner la transition numérique, là, on a l'impression qu'on a moins besoin de convaincre et que c'est plus spontané. Donc, on a aujourd'hui une émergence d'hébergement de données de santé, en fait, des petits data centers qui se mettent en place dans certains établissements, voilà, avec des infrastructures numériques dans les établissements qui deviennent vraiment stratégiques. Mais tout ça, c'est aussi matériel. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais simplement pour garder à l'esprit que ces éléments, ça participe de la matérialité des systèmes de santé et qu'il va falloir aussi penser aux conditions de maintien de toutes ces technologies. Ça n'aime pas le trop chaud, ça n'aime pas le trop froid, ça n'aime pas l'humidité. Donc, voilà, c'est vraiment ça fait du bruit, par ailleurs, ça fait de la pollution, etc. On pourrait décliner. Donc, ça rend bien des services, mais ce n'est pas gratuit. De toute façon, il est assez rare que quelque chose de très pratique soit totalement sans inconvénient par ailleurs. Et aussi, on a une part ici de ce qu'on a appelé déchets et services. C'est la part des déchets là-dedans, c'est la moitié, à peine. Donc, c'est vrai qu'on pense souvent à ces fameux 700 000 tonnes de déchets plastiques des établissements de santé. Ils existent. C'est énorme comme part, mais comparé à tout ce qui est produit par ailleurs d'émissions en amont de la chaîne, c'est-à-dire au moment de la production en Inde ou en Chine, par exemple, pour la plupart des API, etc., de la formulation de médicaments, eh bien, c'est pas si énorme que ça. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette quantification pour pouvoir travailler dessus. Et justement, puisqu'on parle pas mal des déchets dans le système de santé, moi, j'ai repris un peu ce schéma que j'avais trouvé d'un professeur de l'université de Rotterdam qui avait présenté ça. Quand on parle, par exemple, du tri des déchets, vous connaissez les fameux R. Alors, il y a les 3 R, les 5 R, puis là, c'est les 10 R. Donc, c'est le fameux réduire, refuser, réutiliser, refuser, réduire, réutiliser. Et puis, vous avez aussi ici reconditionner, revaloriser. Alors, revaloriser, ce n'est pas tout à fait du recyclage, parce que vous ne le faites pas exactement au même niveau. Et puis, il y a cette boucle-là que j'aime bien ici, qui est de dire, mais en fait, quand on repense cette utilisation et qu'on veut la réduire, on peut aussi se dire, mais comment je peux repenser le design de ces produits pour qu'en fait, je n'ai plus tant à avoir à faire attention en permanence à ne pas gaspiller, mais plutôt que soit inscrit dans la façon dans laquelle ce produit a été conçu, le minimum d'impact possible. Voilà. Donc ça, c'est l'éco-conception qu'on revoit ici dans ce redesign. C'est un peu différent du soin éco-responsable qui va, on va dire, multiplier l'intégralité des pratiques à disposition les plus pertinentes pour avoir le moins d'impact. Ici, on va embarquer cette idée qu'on va concevoir, on va reconcevoir quelque chose qui soit le plus durable possible.
Et ça, des bonnes pratiques comme ça, vous allez en avoir des dizaines, voire des centaines, et c'est important de pouvoir les intégrer. Donc, où est-ce qu'elles se trouvent ces bonnes pratiques? Sur le site de l'ANAP, sur le site de la FHF, vous allez en avoir dans les sites des sociétés savantes, etc., etc., sur les sites des établissements aussi, qui vont pouvoir partager leurs expériences, parfois dans le journal, parce qu'on va aller interroger, par exemple, tel CPTS qui aura mis en place une démarche responsable. Voilà, donc les bonnes pratiques, on les trouve partout. Mais on va voir ensemble que ça reste un point de départ. Parce que finalement, quand ces pratiques, elles évoluent et que les gens tentent de se les approprier, vont commencer à émerger tout un tas de questions. On va se dire, mais en fait là, jusqu'où aller dans les examens complémentaires, si je prends en compte l'impact environnemental? Faut-il systématiquement utiliser ce matériel à usage unique ici? Si je prends en compte l'impact environnemental, c'est toujours pareil, c'est cette variable qui est nouvelle un peu et qui est derrière. Alors, évidemment, certains diront, moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse au sujet, alors c'est tout à fait vrai. Mais voilà, de systématiser un peu ces questions pour tous. Comment gérer une canicule dans un bâtiment conçu pour le climat des années 80, ce qui est encore le cas de beaucoup d'établissements aujourd'hui. Arbitrer entre sécurité, qualité, ressources et impact, etc., etc. Et ces questions-là, elles ne concernent pas que les soignants. On va voir rapidement que c'est des questions transversales parce que pour pouvoir donner une réponse à chacune, en fait, il faut s'adresser aux soignants, mais aussi aux directions, aux ingénieurs, aux logisticiens, aux acheteurs, aux pharmaciens, etc., techniciens, etc., etc. Donc, en fait, tout ce qui permet de rendre le soin possible ensemble va être re-questionné à travers ces évolutions des pratiques qui sont rarement un geste individuel, mais qui sont souvent une succession, une chaîne d'actions qui mène à la valeur finale du soin. Donc, si on prend juste le cas d'une de ces bonnes pratiques, ce qui circule par exemple beaucoup en ce moment, c'est comment on réduit le carbone des médicaments. Donc, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais c'est quand même pour l'avoir à l'esprit. On a identifié plusieurs façons de réduire, par exemple, l'impact des médicaments. Vous allez avoir la réduction des volumes prescrits, qui va passer par le fait qu'on va repenser la prescription un peu différemment et être moins dans une logique automatique. Mais vous pouvez aussi avoir le cas des substitutions. C'est pas toujours possible, mais on a des exemples. Je vais vous en donner plusieurs. Ce qui est important à savoir, c'est que on a des impacts en fonction des technologies qui vont être utilisées. Ici, c'est pour de l'imagerie, donc plutôt diagnostic, qui vont être très différents. L'IRM étant, par exemple, 20 fois plus consommateur qu'un examen échographique. Alors, on entend tous très bien qu'ils n'ont pas la même fonction. Néanmoins, on entend aussi des témoignages qui nous disent « mais en fait, nous sommes incités à utiliser les ERM parce qu'ils ont des durées de vie relativement courtes, durant lesquelles, en fait, on n'a pas les mêmes dotations que si on passe ces durées de vie. » Ensuite, on a la possibilité de substituer un médicament par un autre. Un des cas emblématiques aujourd'hui, par exemple, c'est les inhalateurs en poudre sèche versus les inhalateurs à gaz propulseur pour les personnes asthmatiques. Et vous pouvez voir un écart des émissions CO2 équivalentes produites par la poudre sèche versus le gaz propulseur. Il y a aussi la possibilité de modifier les modes d'administration. Donc, on sait maintenant, on a pas mal d'études sur le sujet, que l'intraveineux est plus impactant que la voie orale. Donc, l'idée, c'est de dire, si on diminue notre ratio IV sur Péros, comment ça se passe? On constate qu'on diminue aussi le CO2 consommé, émis, et en plus, on diminue la quantité de déchets, en tout cas sur cette opération-là, sur cette brique-là en particulier. Donc, les façons d'attaquer un sujet et de venir modifier une pratique, elles sont souvent multiples. C'est pour ça qu'il y a tout un enjeu de discussion entre les soignants, mais pas que, entre les personnes qui sont impliquées sur ces enjeux de modification des pratiques, pour savoir en fait qu'est-ce qui va être le plus pertinent dans le contexte dans lequel on se trouve, qu'est-ce qui sera le plus réaliste, sur quel point on peut taper en premier, où sont nos forces, où sont nos plus grandes contraintes, etc. etc. Là, c'est encore une comparaison IV-Péros avec ce petit logiciel qui était intéressant au CH de Versailles, qui avait un pop-up en fait qui apparaissait
pour dire que est-ce que vous êtes bien sûr que ce format-là est justifié au regard du fait que ça serait plus économique et aussi plus écologique de le faire par une autre forme. Alors, une fois qu'on connaît les options techniques, il reste quand même à décider des évolutions et à mettre en œuvre le changement. Et c'est pas forcément non plus la partie la plus simple. Donc, le développement des pratiques écologiques en santé, elle suit un peu la même logique que le développement des pratiques écologiques dans toutes les organisations en général. Et ce qu'on a pu constater en faisant une revue de la littérature sur le sujet, c'est que on a souvent, dans un premier temps, des actions individuelles. Donc, des salariés qu'on va appeler des champions, des early adopters ou des pionniers, qui vont en fait adopter des comportements écologiques au travail. Donc là, pas forcément en santé, comme le tri, les économies d'énergie, etc., à partir en fait d'une forme d'auto-formation. Ils sont un peu en logique autodidacte pour la plupart d'entre eux. Ils vont essayer de diffuser ça auprès de leurs collègues en développant des plaidoyers à leur échelle. Mais voilà, ça ne permet pas toujours d'embarquer tout le monde parce qu'il y a un certain nombre de leviers à utiliser qui ne sont pas forcément enclenchés. Parmi les leviers, il y a les leviers managériaux, donc par exemple le management des ressources humaines vert, qui va te pousser les salariés à se sensibiliser au sujet de la durabilité, de voir comment un peu individuellement ils pourraient participer à avoir moins d'empreintes environnementales, carbone, etc. Il y a les enjeux de formation. On parle quand même beaucoup de formations, et nous, on a observé des formations sur le cas des unités durables. Il y a les questions de leadership transformationnel versus un leadership plus classique qu'on appellerait transactionnel, en fait, pour dire, voilà, cette forme de leadership-là, c'est une leadership qui va voir à plus long terme, qui va envisager des scénarios qui ne sont pas juste le bilan comptable de la fin d'année, et qui vont essayer de partir un peu plus loin dans les projections et dans les possibilités d'action pour l'organisation. Et bien sûr, des nouvelles formes de soutien managérial orientées soutenabilité environnementale. Mais bon, il y a des limites là aussi. Parfois, une partie de ces dispositifs restent un peu symboliques et ils ne vont pas forcément aller transformer le travail réel des salariés. Et au niveau des organisations de santé, on a trouvé peu de littérature, mais on constate que les démarches qui sont les plus efficaces, c'est celles qui articulent les enjeux environnementaux, les missions cliniques et la gouvernance collective. Donc, c'est quand on arrive à articuler ces trois éléments-là qu'on est les plus efficaces, même si on a encore peu de documentation dans les établissements de santé pour savoir comment on arrive à implémenter sur du long terme ces actions. En gros, ce qu'on peut constater, c'est que de notre côté, on a travaillé sur ce point-là, qui était comment transformer le travail réel. Et on a observé qu'en fait, quand on est dans une situation où on a un management plus participatif et où les salariés ont l'impression d'avoir des marges de manœuvre réelles sur la possibilité de déployer un peu en autonomie des pratiques éco-responsables, il y a quelque chose qui se met en place, qui sont en fait des sortes d'espaces de discussion, donc des plateformes de dialogue, de partage d'idées sur le travail, sur les pratiques à faire évoluer, et une forme de délibération sur ce qu'est le travail bien fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le travail, la réflexion sur l'impact du travail en santé, l'impact écologique, c'est en fait souvent une réflexion sur la qualité des soins. C'est comment on peut mieux faire, comment on fait pour être éco-responsable, mais comment on fait pour faire notre métier correctement. Et ça permet quand même aux équipes de développer une forme de pouvoir d'agir qui permet de mettre en place des initiatives locales et puis des innovations, surtout organisationnelles, à ce jour, même s'il peut y avoir des innovations plus techniques à l'avenir. Voilà, qui vont venir en fait alimenter cette idée que c'est bien de faire du management un peu participatif dans ce cadre-là. Alors, parmi les acteurs qu'on a pu interroger, est vraiment revenue cette idée, par exemple, de la conception du travail bien fait à travers la transition écologique et d'un ensemble de valeurs mises au service d'autrui. Donc, par exemple, ce médecin qui nous disait, avec le VIH, j'ai appris que face à un problème compliqué, on ne peut pas faire seul. La complexité du sujet fait que ça pouvait être réglé que par la pluridisciplinarité. Le développement durable, c'est la même chose. Il y a aussi des enjeux de coopération, de hiérarchie un peu plus souple. Là, c'est une aide-soignante qui parlait en disant tout le monde a avancé, progressé grâce au cadre.
On a repris nos études, on s'est développé. Donc Sébastien, donc le cadre, il supervise notre travail, mais il laisse faire aussi. L'encadrement comme ça, il faudrait y en avoir partout. S'il disait non à une initiative, c'est parce qu'il avait des raisons et il nous les expliquait. Il reste présent, c'est un moment au niveau professionnel où je me suis sentie épanouie. Hurrah, voilà, j'ai dit oui, une aide-soignante peut être écoutée. On a aussi cette question du pouvoir d'agir qui est ressortie sur ces projets de transition écologique, être force de proposition et de participation. Là, c'est un médecin qui dit on n'a pas beaucoup de pouvoir dans cette institution, donc ça, c'était top. Dans la démarche, ça permet qu'une personne s'empare et propose des changements. Arriver à les mettre en place, ça fait du bien, sentir qu'on n'est pas impuissant. Et en fait, sur cette question du sens du travail et de la qualité de vie au travail, il y a une infirmière qui confirmait ce constat en disant c'est quelque chose pour les équipes quand on s'est investi dans le développement durable. On a l'impression d'être un peu active, d'amener sa participation en termes de santé mentale, c'est positif. Donc finalement, on voit que la transition écologique, ça peut être un levier de performance. Si on part des sciences du climat et qu'on va jusqu'aux sciences des organisations, la transition écologique, finalement, elle permettrait d'améliorer la qualité des soins en agissant sur le travail, sur la pertinence, la juste prescription, par exemple, la réinterrogation des pratiques. Qu'est-ce que c'est au regard de la transition écologique, qu'est-ce que c'est qu'un soin bien opéré, qu'est-ce que c'est qu'un pansement bien fait, qu'est-ce que c'est que, voilà, etc. Le renforcement aussi de l'attractivité, on l'a vu. Finalement, spontanément, les répondants parlent de qualité de vie au travail. Spontanément, ils parlent de sens. On a moins eu de retour direct sur la fidélisation, mais on sent que ces éléments, en fait, participent de l'engagement et donc potentiellement de la fidélisation. Encore faut-il que les actions qui ont émergé trouvent les conditions de leur pérennisation. Il y a aussi les enjeux de maîtrise des ressources. En fait, on commence à comprendre que tout ça, c'est des jeux de flux, des flux de personnes à l'hôpital, mais c'est aussi des flux d'énergie, d'eau, d'achat, de médicaments, etc. Et tout le monde se sent concerné par ces enjeux, qui sont peut-être d'habitude moins regardés, peut-être par les soignants directement. Ça permet aussi d'accroître la résilience parce qu'on va penser pas uniquement transition, mais adaptation, continuité des soins, sécurité des approvisionnements. Tout ça se tient la main, en fait. C'est un seul et même sujet décliné différemment. Et puis, potentiellement, de transformer le management là où ça peut être utile et nécessaire, en mettant en avant cette question de l'innovation par le pouvoir d'agir et la coopération, et la nécessité de la participation d'équipes pluridisciplinaires sur un sujet qui est par nature transversal. Donc, pour conclure, je donnerai quelques éléments qui reprennent un peu ce qui a été dit. Les pratiques écologiques, elles ne se décrètent pas. Elles vont finalement émerger lorsque les équipes ont l'impression, en tout cas, de disposer de marge de manœuvre pour améliorer leur travail réel. Les meilleurs projets écologiques sont souvent des projets qualité. Donc, on va s'attaquer à un sujet. Est-ce qu'on veut réduire les déchets? Est-ce qu'on veut regarder les prescriptions, réutiliser tel dispositif médical, optimiser les parcours? Et on va penser simultanément amélioration de la performance environnementale et de la qualité des soins. La première ressource de la transition, c'est le collectif de travail. Les innovations, en fait, elles viennent rarement par pure injonction. Vous pouvez y avoir des changements qui arrivent par injonction, mais si vous voulez une appropriation par l'organisation, c'est souvent le fait d'être confronté à une forme de contrainte de terrain qui permet d'aller vers des évolutions. Le rôle de la direction est moins de décider de tout, mais ça, c'est pas tout à fait nouveau, que de créer des conditions d'initiative. Et c'est ça qui est important, parce que c'est pas non plus le rôle, c'est pas non plus juste de lancer, on va dire, de la bonne pratique en disant voilà, maintenant vous avez des bonnes pratiques, vous devez avoir complètement modifié votre organisation pendant une semaine et demie. C'est des temps dédiés parmi ces conditions à l'initiative et potentiellement à la pérennisation, même si on ne l'a pas encore observé, c'est les temps dédiés, les aides aux arbitrages, le soutien managérial, les enjeux aussi de reconnaissance et de communication autour de ce qui a déjà été mené, qui peuvent être des leviers puissants. Et enfin, la transition écologique, c'est un projet d'organisation, c'est-à-dire d'êtres humains. Avant d'être un pur projet environnemental. C'est pas tant la question de sauver la planète que de se sauver nous, au final. Donc, cette transition écologique, elle va venir transformer la manière qu'on a de concevoir, de décider, de coopérer autour des soins, et c'est ça qui va être particulièrement fédérateur.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas Merci. débordé Non, trop. vous avez été parfaite. Vous terminez, mais à la seconde près. Bravo. Merci beaucoup, Laurie, pour cet exposé. Donc, vous l'aurez compris, diagnostiquer, mesurer, partager, et c'est ce qu'on fait ici, les bonnes pratiques, décider et mettre en œuvre, mais mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Vous l'avez dit, le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. Je vous invite à, si vous ne l'avez pas déjà vu, à visionner le webinaire que nous avions réalisé ici avec Pierre-Éric Sutter sur l'éco-anxiété. Peut-être que ça pourra donner quelques éclairages. Alors, vous avez parlé de ces 3 décennies, hein, ces 30 années. Eh bien, sachez qu'à Fréjus, Saint-Raphaël, on n'a pas attendu 30 ans. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Frédéric Mahamar, qui est responsable des services logistiques du CHI, donc de Fréjus-Saint-Raphaël. Et on va, avec vous, Frédéric, essayer de justement partager votre expérience. Bonjour à tous. Alors, je partage mon diaporama. Je pense que je vais avoir des informations qui vont venir conforter ce qu'a dit Laurie. Donc, nous, à Fréjus, en fait, la base de notre démarche, ça a été une rencontre entre des sages-femmes et notre directeur lors d'un salon. Elles sont venues le voir en lui expliquant en fait toutes les actions qu'elles menaient au sein de notre maternité. Et notre directeur a dit, mais en fait, ces actions-là, on peut les dupliquer sur les autres services, il faut qu'on en parle et il faut qu'on s'organise. Donc, à l'issue de ça, il a nommé un directeur référent DD, il lui a fait une feuille de route et ça en est découlé un comité de pilotage, un comité de développement durable. On a fait appel à des candidatures et en fait, on a été vraiment surpris du nombre de personnes qui souhaitaient en fait créer ce comité de développement durable. De toute façon, il est toujours actif. Chaque année, on refait des appels à candidature et on a toujours plus de personnes. Donc, en fait, c'est pluridisciplinaire. Tous les services sont représentés aussi. Et on se rend compte qu'on a des forces vives partout. Et en fait, c'est ça qui en fait entretient notre dynamique. Donc, on a des sous-groupes, on a 3 groupes principaux, pardon. Un qui va travailler sur le fond de notre impact environnemental. Donc, en fait, c'est au niveau de la gestion des déchets, nous, on a vraiment fait le constat qu'on était un des pollueurs, des plus gros producteurs de déchets de notre territoire et qu'en fait, voilà, il y avait plein de filières à mettre en place. À ce jour, on en a mis en place 42 et on a encore plein de projets pour mettre en place d'autres filières. Voilà, au niveau du biométhoyage, on est passé à l'eau. La mobilité douce, on a des forfaits mobilité douce qui sont versés aux agents. On a des parkings à vélo. Au niveau de l'alimentation durable aussi, on essaye de faire des actions en supprimant le plastique et en fait, en incorporant du bio, du sans viande. Voilà, donc c'est un peu plus long au niveau de l'alimentation durable, mais on fait des choses. On a un autre groupe qui s'occupe de la QVCT. Donc, notre DRH a nommé 2 référents en QVCT au sein de l'établissement. Ils sont très actifs. Ils ont des liens avec beaucoup de partenaires, notamment des clubs services, des associations locales qui permettent de proposer en fait tout un tas d'ateliers au personnel et qui remportent un gros succès. Et depuis 2 ans, en fait, on a mis en place un groupe éco-conception des soins qui, cette année, s'est scindé en 2 sous-groupes. Un sous-groupe qui est plus porté sur les services critiques comme le bloc opératoire, les urgences, la choro, la réa, l'USIC. Voilà, parce que en fait, voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de gens motivés dans ces groupes. Alors, suite à ce groupe très dynamique au sein de la maternité, on a souhaité se lancer en 2022 dans l'obtention d'un label THQSE, très haute qualité en santé sanitaire et environnementale, que l'on a étendu au moins en 2024 à tout l'établissement, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, sur le label de la maternité, il y avait 20% de questions sur la maternité, tout le reste, c'était sur l'établissement. Donc, on avait une petite marge à aller chercher. Donc, on a mis en place ce qu'il fallait. Et en 2024, on a été labellisé OR au niveau de l'établissement sur le nouveau référentiel. Donc, voilà, je crois qu'on est le premier établissement de PACA à être labellisé OR sur ce nouveau référentiel. On a aussi obtenu un label THQSE Racines Durables pour tout ce que l'on fait au niveau de la biodiversité.
Et on a notre groupe du bloc, donc le groupe éco-conception des soins qui va se lancer sur l'obtention du Green Block. Merci beaucoup Frédéric et surtout félicitations donc pour toutes ces actions menées, je le rappelle, au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. Vous le disiez en préambule, Frédéric, finalement, on trouve des gens qui s'engagent assez facilement dans ce genre d'initiative. Oui. Alors, l'écologie clinique, un levier d'attractivité pour les générations futures, les futurs infirmiers dans les institutions de soins, c'est un vrai sujet. Et on va en parler avec Valérie Roudelmas. Valérie, vous êtes cadre de santé et formatrice à l'Institut de formation en soins infirmiers de Cannes. Alors, je me présente brièvement parce que vous comprendrez que mon PowerPoint est très empreint de pratico-pratique. Ça fait 30 ans que je suis dans le soin et moins de 3 ans en tant que formatrice. Et j'ai l'impression que ça va faire résonance avec les présentations très riches de mes collègues juste avant. Ça sera en 3 temps, cette présentation. D'abord, le contexte dans lequel les apprenants se trouvent actuellement face à la santé environnementale et à la transition écologique. J'ai fait un petit questionnaire auprès des apprenants pour voir un petit peu leur regard par rapport aux établissements qui ont une démarche éco-responsable et ensuite une mini conclusion en guise de piste de réflexion avec beaucoup d'humilité. Je voulais juste quelque chose qu'on verra par la suite par rapport à la conclusion, juste revenir sur le cadre fédérateur de la discipline infirmière, qui est le métaparadigme infirmier. Aujourd'hui, on a les soins infirmiers, la personne, la santé et bien entendu l'environnement à côté. Je voulais juste vous repréciser une chose aussi, c'est que depuis le début du 19e siècle, le métaparadigme a progressé et nous avons différents paradigmes de catégorisation, interaction et transformation, 19e siècle, années 80-90 et maintenant. Et c'est intéressant parce que ce sont des théoriciennes en sciences infirmières qui ont fait évoluer tout ça, veuillez m'excuser. Et on parle de catégorisation avec Virginia Anderson pour ceux qui sont dans le soin. Dans l'interaction, c'est plutôt Madame Peplo, Roy Calista et ensuite Madame Rogers Marta et Jen Watson pour la transformation qu'on verra dans la conclusion. Aujourd'hui, avec le référentiel 2009, il n'y a quasiment rien. En tout cas, il n'y a rien de prescrit. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche volontaire de la part des IFSI de vouloir faire de la santé environnementale et de la transition écologique en donnant quelques connaissances, méthodes et surtout d'aller vers un comportement citoyen responsable de nos apprenants. De ce fait, depuis 2018, pour un petit rappel, nous nous sommes appuyés sur les objectifs de développement durable du cadre stratégique mondial de l'agenda 2030, notamment le numéro 3 et le numéro 12, afin de créer notre charte de développement soutenable, mais aussi avec la démarche E3D, qui est la démarche établissement, démarche développement durable, c'est-à-dire qu'on prend de façon globale le développement durable, que ce soit dans notre pédagogie et nos enseignements, mais aussi dans nos projets éducatifs et la gestion de l'établissement. Et ceci, on l'a mis un peu à notre sauce aussi avec le versant mode de vie et vie sociale de l'étudiant, c'est-à-dire à quoi il est exposé en même temps. Et nous avons créé notre charte de développement soutenable où vous pouvez voir les 4 points. Et de façon concomitante, nous avons évolué au niveau des missions de la référente de développement durable qui après a saupoudré un petit peu de sensibilisation. Et aujourd'hui, on a réussi quand même à progresser en donnant des cours magistraux dans des UE qui nous ont laissé la place et une participation active en tant que référente au niveau du comité développement durable du centre hospitalier qui est notre support, celui de Cannes, et aujourd'hui qui est le RSE et où j'ai des actions avec eux. Donc, il y a une déclinaison de cette charte soutenable et je voulais juste faire un focus sur tous nos partenaires, que ce soit le GHT, que ce soit aussi la région, le CERFA, le groupement de coopération sanitaire. Sans eux, on ne pourrait pas avoir cette charte de développement soutenable et avec des pratiques concrètes, que ce soit au niveau du tri, notamment les emballages très rigoureux au niveau du centre hospitalier de Cannes, mais aussi des choses un petit peu plus nouvelles, comme le recyclage des mégots, des cigarettes, même si nous sommes un IFSI et un centre hospitalier non fumeur,
mais nous avons des fumeurs, donc nous pensons à eux. Et aussi la collecte des bouchons à Liège, parce que là, c'est un cercle vertueux pour les apprenants, puisque c'est France Cancer qui les récupère et qui, à ce moment-là, récupère une manne financière qui va être rétrocédée à la recherche et notamment à l'INSERM qui est à Sophia Antipolis. Dans ce développement soutenable, nous avons la solidarité et la mobilité durable. Nous avons la promotion de la plateforme Se déplacer avec, dès qu'ils rentrent à l'IFSI, des agents de la mairie de Cannes qui viennent promouvoir justement comment ils peuvent arriver jusqu'à l'IFSI de Cannes. Nous avons l'inclusion et l'aide sociale, tout un système avec des agents dédiés pour pouvoir recevoir les étudiants qui ont besoin. Nous avons aussi une épicerie solidaire intra-IFSI et nous pouvons les aider avec l'application Solid Guide où ils ont toutes les associations pour les aider et aussi la petite dernière fin 2025, c'est le distributeur gratuit de protection hygiénique pour nos étudiantes les plus précaires. Bien entendu, on parle de sobriété numérique, mais avec les actions qu'on peut faire tous les jours en tant qu'éco-citoyens, mais aussi nous travaillons avec le système d'information de notre centre hospitalier afin de pouvoir récupérer du matériel informatique reconditionné pour que les étudiants qui sont en difficulté pendant leur formation puissent avoir leur outil de travail, puisqu'on a tout sur une plateforme, pour pouvoir continuer leur formation. Donc là, je vous ai vraiment synthétisé un logigramme qui est assez complexe, pour éviter les préventions de rupture de parcours, où nous avons du personnel, que ce soit pédagogique ou administratif, qui sont là pour aider tous les apprenants afin qu'ils restent dans la formation. De façon concomitante, on leur parle bien entendu des éco-soins, déjà, avec, que ce soit dans nos UE pratiques, où, bien entendu, on leur apprend d'utiliser, non pas seulement de l'usage unique, mais du réutilisable. Et comme je vous ai dit au début que ça fait 30 ans que je suis infirmière, vous comprenez bien que l'usage unique, je n'ai pas eu que ça. Donc, je peux aussi leur parler d'expérience et qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller en arrière, mais de conjuguer les deux et de pouvoir avoir de l'usage unique quand c'est nécessaire pour la qualité du soin aux patients, mais aussi que des fois, le réutilisable a du bon et que nous devons réinvestir cette partie-là qui existait déjà, que ce soit les lames de laryngoscope ou les ciseaux, les pinces, etc. Et aujourd'hui, on parle aussi des tenues de collaborateurs et nous sommes toujours aussi en train d'effleurer l'analyse de cycle de vie avec eux. Bien entendu, on peut leur parler de choses concrètes. Dans notre centre hospitalier, on a déjà des soins éco-conçus, que ce soit les pansements simples, mais aussi aujourd'hui, on travaille, que ce soit sur la toilette et en ce moment, je travaille donc de façon pluridisciplinaire avec tous les partenaires. Donc, ça me fait vraiment résonance avec ce que vous avez dit en amont, avec que ce soit l'équipe opérationnelle d'hygiène ou que ce soit les financeurs sur le bilan sanguin veineux aujourd'hui. Et je vous ai donné deux petits bouts de slides de notre protocole en cours d'élaboration. Et bien sûr, on leur parle d'études de cas. Et le centre hospitalier de Cannes est le premier en France à avoir regardé son empreinte hydrique. Et nous en avons parlé tout à l'heure par rapport à l'eau. Et ça, c'est important que nous soyons bien conscients en tant que soignants et futurs soignants que l'eau est vraiment quelque chose de très important dans notre pratique. Et toujours, on leur fait le lien avec la qualité et avec le pilotage de la qualité qu'on doit avoir en tant que soignant au sein de nos équipes. Ceci, c'est pour avoir de façon globale, avec tous ces apports, qui a un impact sur l'étudiant, que ce soit une richesse au niveau en recherche en sciences infirmières, mais aussi qu'il soit en bonne santé et un bien-être. Tout cela, bien entendu, on vise l'éco-conception du soin. C'est la définition qu'on veut avoir du soin avec tout ce qu'il peut avoir comme apport, que ce soit en effet de la bibliographie, mais aussi des projets qui existent dans notre agence régionale de santé et qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. Donc, des futurs éco-soignants responsables. Le contexte évolue. Vous le savez, on change de référentiel à partir de septembre 2026. Ce n'est plus du tout le même référentiel qui va être amené à nos étudiants et nous sommes dans une nouvelle approche systémique qui prépare les futurs soignants à intégrer la santé environnementale
à leur pratique et leur raisonnement clinique afin de les préparer aussi aux futures crises climatiques et l'impact sur les pathologies chroniques. En effet, le nouveau référentiel est divisé en pas mal de domaines et dans le domaine C, nous sommes dans la prévention et promotion de la santé et le C2, c'est la santé environnementale et la transition écologique. Bien entendu, je fais partie de la référence de cette UE avec mes collègues. Il y aura énormément d'heures, donc ça répond à certains questionnements. Il va y avoir 115 heures sur les 3 ans que nous allons répartir, bien entendu, en cours magistraux. Nous avons besoin des experts qui nous amènent et nous travaillons ça en co-construction avec l'université, puisque nous-mêmes, il va falloir qu'on soit formés à cela. Il y aura bien sûr des travaux dirigés et de la simulation, tout ce qu'on pourra faire, et notamment en 3e année. Ces heures et ce référentiel, sont basés sur 3 piliers vraiment importants. Une seule santé, One Health, l'éco-soin et les pratiques durables et les gestions de crise. Et en ce moment, ça nous parle notamment avec Orsan, pour avoir un praticien résilient et un praticien agile. Il y a un fil conducteur, mais je voulais juste faire un focus qu'il y a des heures dédiées dans cette unité d'enseignement où ça sera spécifique aux thématiques que le GCS du territoire aura choisi. Donc, il y aura vraiment un lien avec ce qui se passe dans le territoire de chaque IFSI. Donc, vous voyez, c'est évolutif, de l'analyse repérée, donc ils vont avoir des connaissances, conduire des projets et concevoir et conduire. Cela veut dire qu'à la sortie avec cette compétence 7, nous supposons que les futurs soignants vont pouvoir vraiment intégrer le soin de façon avec des connaissances qui seront vraiment intéressantes pour l'employeur. Donc, la stratégie d'évaluation, c'est surtout, je voulais vous dire, il n'y aura pas que des évaluations écrites, ça n'a pas de sens. On ne veut pas que ce soit un silo, on veut que ce soit vraiment co-construit et il y aura de la simulation évaluée aussi. Mais je voulais vous faire part de comment on va faire, en tout cas dans le GCS où on est, c'est-à-dire qu'on va faire des cas cliniques. Les cas cliniques que nous allons proposer, c'est-à-dire le cas clinique qu'ils ont l'habitude de voir sur une pathologie, là c'est monsieur B, 42 ans, etc. Il fait une crise d'asthme. Mais on va donner des éléments supplémentaires. Attention, il est dans une zone classée à risque élevé. On va aussi parler dans la veille et les niveaux d'ozone et de particules fines élevés. Donc, tout ça, on va le mettre, on va faire du lien par rapport à sa crise d'asthme de ce monsieur. C'est-à-dire que dans l'anamnèse qu'on a l'habitude d'avoir, il y aura les données cliniques et paracliniques, mais aussi des éléments de la santé environnementale. On rajoutera, bien entendu, le contexte professionnel, le contexte du logement, le contexte social et de vulnérabilité, ce qui permettra à l'étudiant d'avoir un raisonnement clinique différent et beaucoup plus poussé. Et cela, on pourra non seulement l'orienter par rapport à la prise en charge classique de la crise d'asthme par l'infirmière et les collaborateurs, mais nous rajouterons, on va l'ancrer avec des connaissances en lien avec la santé environnementale et le dérèglement climatique, par exemple. De ce fait, on va pouvoir poser des questions, si vous regardez la question 2 ou 3, qui seront vraiment un lien avec la santé environnementale. Ça sera un questionnement beaucoup plus holistique, une approche partagée de la santé en conjuguant tous les éléments de l'anamnèse classique, bio-psychosocial, multifactoriel, et on va y intégrer aussi le parcours de soins, l'interprofessionnalité et les déterminants de la santé publique et environnementale. Donc là maintenant, je vais vous dire que disent les étudiants. Petit rappel, en 2024, pour les 100 ans de l'Amphide, on avait envoyé sur PACA 500 questionnaires. 444 ont pu être analysés de façon qualitative et une thématique a émergé de façon, on ne s'y attendait pas, le développement durable et avec des critères qui mettaient vraiment en exergue une valeur à intégrer dans les soins, une prise en compte des enjeux climatiques et une responsabilité. Lorsque nous sommes allés avec ma collègue au salon en décembre dernier, Soigner sans nuire, elle avait interrogé la promotion qu'elle a en charge et cette promotion de 170 étudiants disait qu'ils étaient concernés. Pour la présentation d'aujourd'hui, en avril, j'ai envoyé un questionnaire en 3 questions auprès des apprenants et 222 ont répondu aux 3 questions. La première,
étant sur l'intérêt d'intégrer la santé environnementale et conception des soins dans la formation des infirmiers, des futures infirmières. Donc, pratiquement 7 sur 10, puisque c'était oui-non, on dit qu'ils étaient vraiment, il y avait une adhésion forte par rapport à ce questionnement. Par la suite, la deuxième question, c'était: pensez-vous que la transition écologique, santé environnementale, éco-conception des soins, est un levier d'attractivité pour vous en tant que futur soignant dans votre choix d'établissement d'exercice? On voit bien que sur les 222 répondants, 70% ont dit oui. Donc, c'est vraiment un critère pour les établissements pour le recrutement. Dans ces 70%, ce qu'il faut regarder, c'est que l'aspect éthique de la santé environnementale et la transition écologique donne du sens pour eux dans le soin, car prendre soin de l'environnement, c'est faire de la prévention. Ensuite, on peut voir que pour les apprenants, il existe un lien indéniable entre la qualité de vie au travail, de l'environnement de travail pris en considération par l'employeur. Et enfin, ceci donne une image moderne aussi et responsable d'un établissement. Ces éléments nous permettent aussi de dire que les apprenants ont une conscience aiguë des pathologies liées au changement climatique et aussi au volume énorme des déchets que le système de soins crée. Oui. En revanche, sur les 30% restants, on voit qu'ils décorrèlent la qualité de vie de travail à la santé environnementale. Donc là, il y a quelque chose à réfléchir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience encore. Ce ne sont pas ceux qui sont avec le nouveau référentiel 2026, mais celui de 2009. Donc, ils ne corrèlent pas encore que la qualité de vie au travail peut être intégrée à la santé environnementale. On voit bien que c'est un critère de départage secondaire pour eux. Il faut d'abord le travail rigoureusement égal, pas de différence, et qu'il y ait un salaire qui soit correct. Il manque de la visibilité par rapport à ce que c'est la santé environnementale et la transition écologique pour eux. Et surtout, ils ont peur que sur le dos de la santé environnementale, on parle d'économie sur le matériel et que ce soit un processus très chronophage. C'est ce que nous appelons le greenwashing. Je vous ai mis les paroles de nos futurs soignants entre idéalisme et pragmatisme, c'est-à-dire que cela permet de concilier qualité de soins et respect de l'environnement. J'adore cette partie-là. Ensuite, on voit bien qu'ils sont très pragmatiques. D'abord, je veux voir mon salaire, ma qualité de vie au travail et que ce ne soit pas forcément prioritaire par rapport à l'écologie d'un service. Et puis, la réalité des stages, où ils voient en effet que le volume des déchets est vraiment pas normal pour eux et qu'il faut faire quelque chose. De ce fait, une première conclusion se fait jour avec ce retour par rapport au terrain. La formation, elle doit être concrète, pragmatique, que ce soit au niveau théorique, mais aussi au niveau clinique. Il faut que ce soit associé à une transparence anti-greenwashing du futur employeur, de ses actions et les projets, tout en associant l'écologie clinique comme un outil d'amélioration de la qualité du soin et de l'environnement de travail du soignant. Et si je fais une conclusion un petit peu plus macro, et là, on va revenir à ce qu'on a vu au début. La santé environnementale, il faut la prendre comme et la transition écologique se pense comme une approche systémique, complexe, pluridisciplinaire, comme une boucle de rétroaction. Alors, notre approche didactique, elle doit être vraiment pour analyser les situations de travail comme source d'apprentissage. Les éco-soins dans les services, pour nous, vont être une valeur sûre. Il apparaît donc indispensable dans la clinique de la santé environnementale de penser des situations concrètes. C'est pour ça qu'on est en train de créer des cas cliniques. Et ce matin, j'étais encore en réunion avec mes collègues du GCS. La première évaluation qu'ils auront au premier semestre, ça y est, ça sera acté, ça sera vraiment un cas clinique avec de la santé environnementale. Il faut une activité réelle à partir desquelles les apprenants vont construire des compétences. Pour ma part, il y a un modèle didactique disciplinaire transversal qui est très intéressant en sciences de la durabilité, c'est comprendre, co-construire et transformer. Ce modèle va donner du sens aux étudiants. Mais aussi, il faut nourrir ce modèle, et vous l'avez, deux personnes l'ont dit, ça repose sur des données probantes. On est face à une littérature foisonnante et on a besoin de trier le niveau de preuve. On les sensibilise à l'evidence-based medicine et l'evidence-based nursing. Il faut aussi que la santé environnementale, qui est un enjeu de politique publique, s'appuie sur les données, la pluridisciplinarité, la co-construction. Nous devons éclairer les apprenants
en leur donnant des pistes afin de développer aussi leur esprit critique. Parce qu'on voit de tout. Et ils sont très branchés sur toutes les données qu'ils peuvent avoir et avec des données qui sont souvent contre-productives. Et il faut instaurer une confiance et ainsi diminuer le scepticisme face à la crainte du greenwashing et donner aussi une visibilité aux politiques institutionnelles. Tout ceci ne peut pas se faire si on fait l'économie et du droit et de l'éthique. Il faut qu'on amène nos apprenants à appréhender la manière dont le droit entend le concept de santé environnementale, vient encadrer les conditions de mise en œuvre et l'influence des crises sanitaires françaises sur la construction du droit. Nous avons besoin des experts universitaires et autres pour venir nous éclairer là-dessus. L'éthique, on fait cheminer nos apprenants afin qu'ils se questionnent sur le juste soin, les vulnérabilités, la sobriété, les tensions entre l'optimisation des soins pour le patient, les attentes de la société et la gestion des ressources de la planète. La sobriété doit devenir, dans le soin, est un principe civique de solidarité et une vertu éthique. Il faut aussi prôner la réconciliation entre une logique de performance et l'éthique, afin d'offrir des conditions de travail favorables aux professionnels et ainsi légitimer les actions de soins. Cela donne du sens à la démarche thérapeutique pour le patient, mais aussi pour le professionnel. Nous répondons donc ainsi à l'une des nuances ou freins qui ont été exprimées par les apprenants avec le sens et le manque de visibilité et bien sûr la qualité de vie au travail. Si nous conjuguons tous ces critères, nous remettons, et c'est pour ça qu'au début je vous ai parlé du métaparadigme, nous remettons l'environnement à la juste place où il doit être dans le métaparadigme IDE, avec cet effet de transformation didactique, clinique, comme nous l'indique le paradigme actuel de la transformation, où l'IDE est accompagnateur du devenir. Et si les institutions remettent l'environnement à sa place, les établissements qui vont mettre en avant sans artifice cette transformation, ils ont une carte de séduction en tant que recruteurs face à des soignants dont la discipline et l'identité professionnelle sont en pleine mutation. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie Roux-Delmas. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez séduire, eh bien c'est non au greenwashing, oui à l'éveil des consciences en toute clairvoyance et avec des données vérifiées. Merci beaucoup. On va continuer sur ce sujet. Santé environnementale et éco-conception des soins dans le cursus de santé. Quel intérêt des futurs professionnels de santé? Et pour en parler, donc c'est le professeur Perrin, professeur de médecine et de biologie de la reproduction à la faculté des sciences médicales et paramédicales à MU. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais essayer d'aller un peu vite pour qu'on ait du temps de discussion. Donc l'idée, c'était de faire le point sur la santé environnementale et l'éco-conception des soins dans les cursus de santé. Donc il y a déjà toute la partie ici qui vient d'être traitée par Valérie. Donc je ne vais pas m'apesantir sur cette partie-là. Je voulais juste faire un petit focus sur la santé environnementale parce qu'on a beaucoup parlé d'éco-conception des soins. Donc cette santé environnementale, elle concerne le contrôle et la prévention des facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Et en fait, ce qu'on constate actuellement dans le programme officiel des études de médecine, du cursus de médecine, c'est que cette thématique, c'est pas vraiment une matière à part entière, et c'est plutôt une thématique qui est complètement transversale dans les différentes spécialités qui sont enseignées. Donc, il y a eu une chose nouvelle en 2022, c'est le lancement d'un module national numérique qui a été coordonné par la conférence des doyens des facultés de médecine. Et donc, ce module, c'est un module qui est complètement en ligne, qui comprend une vingtaine de capsules, donc ça prend à peu près 6 heures à regarder, et qui fournit un enseignement pluridisciplinaire qui implique des intervenants de formations différentes. Donc, c'est très transversal. Et l'idée, c'était vraiment de proposer une diversité des expertises pour avoir une meilleure approche du sujet et surtout de décentrer, anthropocentrer la vision de la santé en incluant vraiment ce concept de santé unique dans l'ensemble de l'environnement, incluant les hommes, les animaux et l'environnement. Donc en fait, ici, vous avez le cursus de médecine. Ce module
ce module que je viens de vous présenter, on l'a inclus dans un enseignement obligatoire qui survient en deuxième année de santé du cursus de médecine, qui est le service sanitaire. En parallèle de ça, à la fac de médecine de Marseille, par exemple, on a comme unité d'enseignement sur la thématique de la santé environnementale, une UE Livre, mais qui est optionnelle en deuxième année, qui existe depuis 2018. Donc finalement, ce module national sur la santé environnementale, on l'a mis en place en 2023 dans le cadre du service sanitaire obligatoire. Donc ce service sanitaire des étudiants en santé, il a été lancé en 2018 pour les 47 000 étudiants en santé. Le but, en fait, c'est d'initier tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire et de la promotion de la santé et de développer chez eux leurs compétences à mener des actions auprès de tous les publics. Donc, en général, on va beaucoup dans les centres d'enseignement, que ce soit les écoles primaires, collèges, lycées et enseignement supérieur. Et en fait, ce sont des équipes qui sont transdisciplinaires d'étudiants qui mettent en place ces actions de prévention. L'idée, c'est à terme de les aider à mieux intégrer cette prévention dans dans leurs pratiques. Donc, à la faculté des sciences médicales et paramédicales d'AMU, on a chaque année donc plusieurs thématiques pour ce service sanitaire. Et par exemple, pour la thématique santé environnementale, on a 29 équipes transdisciplinaires de 5 à 6 étudiants. Donc, vous voyez que on a des étudiants en sciences infirmières, en médecine, en kiné, en maïeutique, en dentaire et en pharmacie. Et tout ça forme 29 équipes de 5 à 6 étudiants transdisciplinaires. Donc, en fait, comment ça se passe? Ils ont 6 semaines où, en fait, ils ont un cursus commun, quelle que soit leur thématique de service sanitaire. Donc, les différentes thématiques, elles sont là. Il y a de la santé sexuelle, de l'alimentation, activité physique, de la santé bucco-dentaire, des addictions et donc de la santé environnementale depuis 2023. Le reste a été mis en place en 2018. Et donc, ils ont un tronc commun sur le développement des actions de prévention, ce module national numérique sur la santé environnementale, et puis ils ont des cours présentiels et des préparations aux actions qu'ils vont mettre en place dans les écoles. Donc, en santé environnementale, on prépare les étudiants pour réaliser des interventions dans les écoles primaires entre 2 et 6 après-midi. Et ensuite, on évalue ces actions par les établissements qui ont reçu les groupes d'étudiants et par chaque groupe. Et donc, en fait, l'action en santé environnementale qu'on met en place, c'est une action pour se protéger du moustique tigre, puisque à Marseille, on est particulièrement impacté par ce moustique tigre. Et donc ici, vous avez un bilan des actions qu'on a réalisées en 2024-2025. Donc on avait 200 étudiants qui sont intervenus dans 23 écoles et qui ont touché près de 2000 élèves d'écoles primaires. Donc après ces interventions qui surviennent donc en deuxième année du cursus de médecine, là, à la rentrée prochaine, on va mettre en place un module obligatoire transition écologique et développement soutenable. Donc ça, c'est un module qui a été imposé, enfin, qui a été mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour former à la transition écologique et au développement soutenable les étudiants de premier cycle, finalement, de toutes les spécialités universitaires. De former les enseignants et les enseignants-chercheurs et ensuite d'intégrer la TEDS dans les cursus et les disciplines. Donc, voici les 4 thématiques principales qui sont enseignées dans ce module de TEDS, donc le changement climatique, la biodiversité, les ressources et leur disponibilité et la transition juste et équitable. Donc, vraiment que des thématiques qu'on a déjà abordées dans les différentes présentations d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que finalement, cet enseignement, il est surtout dans le premier cycle.
Et ensuite, on a mis en place à Marseille également des journées qui sont obligatoires à l'attention des internes en médecine, quelle que soit leur spécialité, qui sont coordonnées par le professeur Zileskevitch et qui parlent essentiellement d'éco-conception des soins. Donc ici, vous avez le programme de la dernière journée qui a eu lieu au mois de mars. Où on avait plusieurs centaines d'internes, du coup, et où vous voyez, on parle brièvement de santé environnementale, et puis ensuite, on parle essentiellement d'éco-conception des soins, les principes, et puis des exemples de mise en place dans les hôpitaux de Marseille. Donc, au total, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cursus médical, pour l'instant, le programme, il intègre de manière beaucoup moins transversale que ce qu'on vient de voir juste avant dans les études de sciences infirmières, cette thématique de la santé environnementale et de l'éco-conception des soins, que pour l'instant, l'essentiel des formations des professionnels de santé médecins, c'est essentiellement de la formation continue. Alors, il y a énormément de programmes et c'est tout à fait intéressant. Néanmoins, en formation initiale, vous voyez qu'en fait, ça débute à peine et que ce sont des enseignements qui sont essentiellement centrés sur l'éco-conception des soins et que donc pour l'instant, donc ça c'est très bien, c'est tout à fait vertueux. Ce qui manque à mon sens, c'est vraiment un enseignement beaucoup plus organisé sur la santé environnementale. Voilà, merci de votre attention. Merci Jeanne Perrin. Alors, je faisais un petit mouvement parce qu'avec Perrine, on parlait effectivement de ce webinaire que vous pouvez également revisionner sur l'éco-conception des soins, un webinaire que nous avions réalisé avec Philippe Perrin, qui est toujours, je l'imagine, le directeur de l'Institut de formation en soins, sûrement, puisque je n'ai pas eu le temps de terminer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir pu exposer voilà, les différents enjeux et de traiter ce sujet sous différents angles. Patrice est toujours là avec nous en plateau. Désormais, nous allons vous donner la parole. Vous avez posé des questions dans le chat. Donc, je vais me faire le relais de cette question. Alors, évidemment, on s'en doutait un petit peu, la question des sous. Parce que tout ça, c'est bien beau. Mais comment on fait? Alors, quels sont les derniers chiffres? Là, c'est astucieux. Écoutez bien la question. Quels sont les derniers chiffres à mettre en avant pour démontrer, pour faire la démonstration qu'investir dans la prévention, et donc dans la transition écologique, c'est certes un coût, mais c'est aussi un investissement. Donc, qui peut ou qui veut répondre à cette question? Patrice? Oui, je peux essayer d'y répondre, mais c'est pas forcément de mettre en avant certains chiffres de retour sur investissement ou de dépenses évitées. C'est des choses qu'on arrive assez vite à mettre en avant. Aujourd'hui, c'est d'intervenir dans l'organisation de l'établissement pour pouvoir démontrer où est-ce qu'on peut l'utiliser comme une mesure d'efficience, par exemple, ou comme une vraie économie. En résumé, où on intervient dans la chaîne de valeur globale des projets de transformation pour dire on peut le faire, on aide à passer à l'acte. Je rebondis en même temps sur la question qui arrive, que je vois apparaître sur les financements disponibles et mobilisables. On se rend compte que ce n'est pas toujours une question d'argent. Puisque le fait de mettre des aides en place, on voit qu'il y a un problème de passage à l'acte. Donc avant de dire il manque de l'argent, on peut se poser la question comment je peux adapter mon organisation, comment je peux aller de l'avant, comment je m'organise pour faire. Et une des problématiques qui avait été mise en place lors de la définition de notre stratégie régionale, c'est qu'il y a beaucoup d'aides, mais on a du mal à les déployer, à aller les chercher. Donc il y a une complexité d'aller chercher ces aides, des fois. Ces aides peuvent arriver trop tard, c'est-à-dire qu'il y a un manque de trésorerie des établissements pour les mettre en application de suite. Et je rebondis une fois de plus sur l'organisation, c'est j'ai des aides, j'ai de l'argent, je peux faire un projet, mais qui va le déployer? Où sont mes ressources humaines pour les mettre en œuvre? Donc c'est une des problématiques, mais ce n'est pas la seule, il faut en tenir compte, mais il faut se questionner effectivement beaucoup plus longuement sur comment je peux le mettre en œuvre, du besoin initial ou de la ou de l'identification de cette action jusqu'à son déploiement, son suivi et son maintien aussi. Très bien, merci. Est-ce que l'une de vous souhaite réagir, mesdames?
on poursuit un petit peu sur cette question pécuniaire, mais on a cette échelle de temps qui n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire on est sur effectivement une transition écologique avec des impacts à long terme et puis des contraintes financières qui sont dans une logique plutôt à court terme. Ces deux échelles temps, quelqu'un veut intervenir? Peut-être Laurie? Non? Ça passionne personne. Alors, Comme ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit avant. Sur les aides financières, vous avez aussi des plateformes d'aide de financement qui sont par exemple présentées par l'ANAP. En fait, il y a quand même un sujet, ça va rejoindre le sujet du court terme, long terme, c'est qu'il y a quand même pas mal d'actions pour lesquelles on a prouvé, moi je vous ai mis l'exemple de l'IV Perros, mais en fait ça peut être l'exemple sur les déchets, ça peut être un exemple sur les prescriptions, etc., où on a prouvé qu'il y avait un gain économique de court terme, mais c'est souvent des gains économiques qui vont représenter quand même une fraction pas extrêmement importante d'un établissement. Donc, on n'est pas sur des millions d'euros, on est plutôt sur des milliers ou des dizaines de milliers. Alors, des dizaines de milliers, ça commence à devenir intéressant quand même. Mais sur ça, on a la possibilité de mettre ces chiffres-là assez facilement en avant. Et sur l'Observatoire du développement durable de l'ANAP, vous allez avoir ce type de chiffres. Par ailleurs, eux aussi, ils ont fait des webinaires sur comment financer cette transition écologique. Donc voilà, donc je me permets de mettre ça en avant. Et sur le long terme, en fait, les investissements de long terme, ça va être tout ce qui va être structurant, tout ce qui va être lié au bâtimentaire. Et en fait, là, vous faites le lien avec les problèmes de financement, des stratégies de financement de long terme pour lesquelles on appelle aujourd'hui au refinancement du fonds vert pour les hôpitaux. Enfin, voilà, d'avoir un fonds vert pour les hôpitaux qui soit largement approvisionné pour ce type de transformation plus structurelle, on va dire. Il y a un gros orage ici, donc j'espère que la connexion va tenir. Sur les actions de long terme, ce qu'on fait, nous, c'est que... ce qu'on pense être efficace, c'est laisser les personnes rentrer par la porte d'entrée qui leur semble la plus intéressante. On l'a redit tout à l'heure, quand on va à l'hôpital, on voit les déchets en premier. Même si sur le bilan carbone, c'est pas 90% du bilan carbone, c'est pas très grave. Si on mobilise les équipes sur le fait qu'il y a un sujet à ce niveau-là, les gens vont remonter la chaîne tout seuls et au bout d'un moment, on va s'occuper des projets de long terme, mais on aura, entre guillemets, commencé par des choses immédiates et qui se voient. Donc, je pense que les questions de long terme finissent toujours par rejoindre les questions de court terme et qu'il faut peut-être, on va dire, laisser un peu de marge de manœuvre et faire confiance un peu à l'intuition des équipes pour aller chercher par elles-mêmes quels seront les sujets qui seront les plus restructurants au fur et à mesure. Merci Laurie. Vous avez abordé la question des déchets. On va peut-être y venir puisqu'on a eu des questions à ce sujet. Donc, les établissements de santé ont considérablement augmenté leur production de déchets biomédicaux durant la pandémie. Dans le cadre de la transition écologique, comment concilier les impératifs de sécurité sanitaire et la réduction de l'empreinte environnementale liée à la gestion de ces déchets? Qui veut y répondre? Je peux citer en fait des actions qu'on fait au niveau de l'hôpital de Fréjus. Parfait. En fait, on essaye, dans le groupe de travail, notamment éco-conception des soins, on a plein d'axes sur remplacer de l'usage unique par du lavable. Alors bien sûr en lien avec notre service d'hygiène qui doit valider en fait les changements de pratiques, etc. Mais les tenues aussi à usage unique, on envisage en fait de rééquiper nos blocs de tenues en coton. Voilà, des choses qu'on faisait avant, on est passé à l'usage unique et on revient en fait à du coton, à du lavable. Voilà, il y a plein de pistes, pas si compliquées à mettre en place, mais voilà, il y a des règles d'hygiène à respecter. Très bien, merci. Merci Frédéric. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Oui, Patrice. C'est une vision à l'échelle de l'établissement et c'est génial, puisqu'on c'est des actions de terrain. Il y a des questions aussi à se poser des fois à des échelles un peu plus macro, ce qui peut être fait avec la région par exemple, sur le retraitement des déchets qui demande d'aller vers le monde industriel ou vers les solutions derrière de retraitement, et ça ne peut pas se faire à l'échelle forcément même de l'établissement. Donc c'est un ensemble d'actions, une fois de plus, c'est pas forcément et c'est ce collectif qui permettra de régler la totalité, d'aller sur toute la chaîne. Avec cette nécessité d'agir très en amont, comme le disait Laurie. Alors, une autre question, laquelle on prend? Celle-ci peut-être. Quelles innovations ou bonnes pratiques ont permis à certains établissements de santé, alors on en a peut-être un peu parlé, mais de transformer la gestion
des déchets biomédicaux en véritable levier de performance environnementale économique. Donc, on va encore plus loin. Frédéric, peut-être encore, puisqu'on est sur du retour d'expérience. On sait que nos déchets vont nous coûter de plus en plus cher. Nous, en plus, la problématique qu'on a à Fréjus, c'est qu'on n'a pas d'incinérateur. Donc, tous nos déchets, je dirais DAOM, DAS, sont enfouis à Bagnoles. Donc, c'est du circuit court. Donc, en fait, je pense que c'est un levier pour nous, pour motiver, en fait, et c'est ce qui motive aussi nos équipes à trouver des solutions pour diminuer nos déchets, supprimer des déchets. Voilà. Après, c'est notre expérience. Et chaque expérience est bonne à prendre. Je veux juste rajouter un petit complément parce qu'on a beaucoup tourné autour de l'hôpital, mais il n'y a pas que les hôpitaux qui sont concernés par notre secteur. Et il y a des attentes qui sont très variées, surtout sur le secteur médico-social, où il y a des fois un phénomène d'être isolé, d'être seul en fait à la manœuvre et de ne pas avoir assez de retour d'expérience, d'équipe, attendre qu'une initiative de l'équipe, quand on est que 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, ça ne marche plus. Donc je rappelle quand même le rôle des conseillers en transition énergétique, écologique en santé, qui jouent aussi ce rôle fédérateur, qui n'est pas le même rôle qu'ils tiennent dans un hôpital, mais entre petits établissements, ça permet de mettre du lien, de partager les bonnes pratiques et de mettre en place des actions collectives dans l'intérêt de tous et de bénéficier de cette expertise ou de l'expertise d'autres collègues qui peuvent faire la même chose dans le même département ou dans la région. Merci beaucoup, merci Patrice, merci à toutes et à tous. On arrive au terme de ce webinaire. Merci, un grand merci à toutes nos intervenantes en duplex. Le sujet n'était pas, je dirais, prémédité à cette date, mais le contexte nous rappelle à quel point cette question de la transition écologique est nécessaire. Peut-être qu'un jour, Laurie, nous n'aurons même plus besoin des premières slides sur les rapports du GIEC pour convaincre toutes et tous que le sujet est à l'urgence. Merci à vous. Vous allez recevoir un sondage en ligne afin de recueillir votre avis sur le webinaire. Alors, n'hésitez pas de prendre un petit peu de temps parce qu'on essaye sans cesse de s'améliorer. La vidéo, les diaporamas du webinaire et également une biographie qui a été réalisée par Gaël Lours du CRES seront disponibles prochainement sur le site du CRES PACA, dont je rappelle l'adresse www.cres-paca.org. Voilà, on vous souhaite une excellente après-midi. Nous sommes vendredi. Ce soir, c'est le week-end. Bonne journée à tous.